Bonsoir à tous. Je pense que nous allons commencer maintenant. Donc, bienvenue sur ce webinaire d'aujourd'hui au thème du titre de l'OSANT. Bon, moi, je m'appelle Eziadim Daniel Azubikir. Je suis le président du club cybersécurité. Donc, nous avons organisé cette activité en but d'assister les étudiants, en fait, d'améliorer leurs compétences, surtout dans le domaine de la cybersécurité, et faire un peu de changement sur le manière de nos études, en fait. Donc, de pousser aussi les étudiants d'aller faire des recherches, ensuite apporter des résultats. Donc, aujourd'hui, étant le webinaire, pour ces 2 semaines passées, nous avons traité le sujet concernant le centre. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de résumer, voir ce que nous avons, tout ce que nous avons déroulé pendant ces 2 semaines passées. Et voilà, à la fin, si vous avez des questions, donc vous pouvez poser vos questions et avec la correction aussi de l'ensemble des exercices qui avaient posés pendant ces 2 semaines passées. Donc, je passe la parole à Moustapha Ndiaye pour qu'il vous présente le sujet de l'OSANT. Merci, Moustapha. Merci, Daniel. Donc, bonsoir, chers camarades. C'est Moustapha Ndiaye. Un instant, je vais lancer le partage. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. C'est bon, hein? Voilà, c'est Moustapha Ndiaye. Donc, voilà, sur WhatsApp, c'est Watchman, hein? Le gars qui envoie parfois des tracts à certains étudiants pour blaguer. Donc, je suis chargé de vous faire cette présentation donc, sur le thème de l'OSINT, donc qui signifie l'Open Source Intelligence. Donc, sans plus tarder, on va essayer de commencer. C'est bon, hein? Vous voyez mon écran ou bien? Allô? Oui. D'accord. Bonsoir, oui, on va bien. D'accord. Voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste lancer un petit avertissement pour dire que ce document est à titre informatif uniquement. Donc, l'auteur, à savoir moi, et l'entité que je représente, qui est le club de cybersécurité. Donc, nous déclinons toute responsabilité quant à l'utilisation de ce document. Donc, l'OSINT soulève des questions d'éthique. Donc, parfois, il faut respecter la vie privée et être objectif, transparent et responsable. Donc, il faut utiliser ces informations donc, avec discernement. C'est juste en guise d'avertissement. Pour dire que pour signaler que nous ne sommes pas responsables donc, d'une mauvaise utilisation par rapport aux différentes méthodes qui seront développées après. Donc, pour la présentation, on va commencer par l'introduction. Ensuite, on va parler des catégories des outils d'OSINT. Donc, après, on va parler des méthodologies. Donc, je me suis trompé, c'était 3, 4 et 5. Donc, des méthodologies et des bonnes pratiques. Ensuite, il y a les défis et les limites de l'OSINT. Et on va conclure donc, et donner quelques perspectives. Et enfin, donner quelques liens pour la documentation s'il y a certains qui sont intéressés donc, pour en savoir beaucoup plus sur le domaine. Donc, introduction. L'OSINT. Donc, importance et pertinence. L'OSINT ou Open Source Intelligence désigne la collecte et l'analyse de renseignements à partir de sources de données ouvertes accessibles au public. Cela inclut les médias sociaux,
les sites web, les bases de données publiques, les forums en ligne, les blogs, les informations géospatiales, etc. Donc, l'OSINT est devenu crucial dans de nombreux domaines, y compris les enquêtes criminelles, la sécurité informatique, la cybersécurité, le renseignement commercial et la veille concurrentielle. L'OSINT est utilisé donc dans divers domaines, comme le renseignement des entreprises, le journalisme, la sécurité, les enquêtes criminelles et par les hackers. On ne vous entend plus, monsieur Moustapha Ndiaye. Bon, je pense que patienter, je pense qu'il a un petit souci de connexion. Donc, il revient dans quelques instants. Désolé, j'ai eu une coupure d'électricité tout à l'heure et mon Wi-Fi s'est éteint. Allô, vous me recevez, hein? Oui, à 100%. Voilà, j'ai eu une coupure d'électricité, donc là, j'utilise mon téléphone en attendant. Voilà, c'est bon. Donc, il est utilisé dans le renseignement. Oh là là, désolé. Il est utilisé dans le renseignement, les entreprises, le journalisme, la sécurité, les enquêtes criminelles et par les hackers. Les avantages de l'OSINT sont donc l'aspect légal et éthique. C'est accessible à tout le monde. Il y a un large éventail d'informations et ils sont mis à jour donc au temps réel. Et par rapport au coût, donc disons que le coût est moindre comparé donc à la facturation donc des usagers donc pour avoir certaines informations, et c'est vraiment efficace quand on cherche un truc, une personne ou bien des informations sur tel ou bien tel domaine. Les limites. Donc, par rapport à ces limites, l'OSINT nécessite des compétences. Les informations sont parfois incomplètes ou bien inexactes. Il y a un recoupement des sources donc nécessaire. Donc, parfois, il y a un problème de recoupement des sources. Les catégories d'outils. Par rapport aux catégories d'outils, il y a les moteurs de recherche avancés, il y a l'analyse des médias sociaux, il y a l'analyse des images, la recherche d'adresses email, la cartographie d'informations, l'analyse de données publiques, la collecte d'informations sur les domaines et les sites web.
par rapport aux moteurs de recherche avancés. Donc, ce sont des outils qui nous permettent de trouver des informations précises rapidement. Il faut imaginer Google avec des options supplémentaires pour affiner vos recherches. Je pense que vous avez eu à voir quelques commandes donc, quand on traitait le thème sur l'ozone. Les fonctionnalités, donc, ils affinent nos recherches. On voit que nos recherches sont plus précises. Parfois, on peut faire des filtres, par exemple, filtre par date, type de fichier, pays, domaine, etc. Donc, toujours pour affiner nos recherches. Ensuite, il y a les fonctionnalités, comme on peut associer des mots-clés, on peut analyser des tendances ou bien même fouiller des résultats d'historique. Par exemple, il y a Google Advanced Search, il y a Bing Advanced Search, il y a ensuite Yandex Search. Donc, pour les avantages, les recherches sont plus précises et plus ciblées, on gagne du temps et les informations sont plus pertinentes. Donc, plus les recherches sont précises, plus les informations sont plus pertinentes. Après, il y a l'analyse. Oui. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord faire la présentation, après écrire les questions, ou bien Mohamed Diallo, oui, vas-y. Alors, je pense que c'est mieux. On fait la présentation. Ah, d'accord, c'est bon. Moustapha, s'il vous plaît, allez-y avec la présentation jusqu'à la fin. D'accord. À la fin, on revient pour prendre la question. Donc, si vous avez des questions, merci de les noter quelque part. Et à la fin de la présentation, on va répondre à l'ensemble des questions. D'accord. Voilà. Ils peuvent directement mettre les questions sur le chat, comme ça, ça pourra nous faire gagner du temps, ou bien s'ils peuvent noter quelque part, après on va prendre les questions et on va essayer de répondre. C'est à vous de voir. Hein. Je vous continue. Donc, par rapport à l'analyse des médias sociaux, il y a des outils spécialisés pour collecter et analyser les données des plateformes sociales. Les fonctionnalités, il y a la recherche de profil, suivi de mots-clés, il y a l'analyse des tendances, la visualisation des réseaux d'extraction d'informations, il y a la détection de sentiments et d'émotions, donc avec l'intelligence artificielle. Il y a la surveillance en temps réel et il y a la génération de rapports. Exemple, il y a HotSuite, BrainWatch et aussi Mention. Avantage, une meilleure compréhension des audiences. Il y a l'identification des tendances et des influenceurs. Il y a l'identification des tendances et des influenceurs. La suivi de la réputation et de la performance. Il y a l'analyse des sentiments et des émotions. Donc ça pourrait nous être donc d'une grande utilité quand on va faire même de l'ingénierie sociale. Donc toutes ces informations-là peuvent nous être très bénéfiques. Il y a l'analyse des images. Donc sur le web, il y a différents outils pour rechercher des images similaires et des informations associées. Donc quand on a une image tout juste, on peut faire une recherche donc, pour voir l'ensemble des images qui lui ressemblent ou bien qui ont donc, des liens avec l'image ciblée. Donc, par rapport aux fonctionnalités, il y a la recherche, connaissance d'image, il y a la comparaison d'une image donc, avec d'autres donc, dans une base de données, l'identification de l'origine, donc où est-ce que exactement l'image a été prise, la recherche d'informations similaires, d'images similaires, pardon. L'analyse des métadonnées. Donc, les métadonnées, ce sont l'ensemble des textes, disons l'ensemble des données qui sont envoyées donc, avec, par exemple, la date de prise de l'image, la distance focale, si le flash a été activé, quel appareil a pris la photo. Donc, ce sont ces données-là qu'on appelle les métadonnées.
Il y a l'analyse et la détection des manipulations. Voilà. Exemple, il y a Google Images, TinyEye, il y a Verify. Les avantages, donc ça permet de vérifier l'authenticité des images. Il y a la recherche d'images libres et de droit. Donc parfois, il y a des images qui sont sous licence. Donc, et pour leur utilisation, donc, il faut vérifier s'ils sont libres de droit ou bien ils sont sous licence. Il y a l'attribution des images à leur créateur, la détection de la Voilà. Juste à partir d'une adresse email, on peut savoir le nom du propriétaire, les profils des médias sociaux. Donc, on peut directement rechercher si l'adresse email a été utilisée donc, sur tel ou tel réseau social. Il y a les sites web liés pour voir exactement la personne là, il a utilisé cette adresse email sur quel site web exactement et vérifier les fuites de données pour voir exactement s'il n'y a pas des informations qui ont fuité concernant le propriétaire ou bien concernant une entité. Donc, disons, qui sont en rapport avec cette même adresse email. Donc, par rapport à ces outils, on a exemple Hunter, voilà Notebird, il y a Email Sherlock. Les avantages, ça permet de gagner du temps, trouver des contacts précis, envahir les données CRM, donc c'est l'ensemble des données qui, disons, qui sont en corrélation avec une personne, c'est-à-dire ces données online et ces données offline. Et ensuite, vérifier la validité des adresses pour voir, vérifier exactement si cette adresse email-là, elle est valide ou bien, voilà, elle n'est pas, disons, une contrefaçon des trucs de ce genre. Il y a la cartographie de l'information. Donc, quand on fait de l'OSINT, on a une foule d'informations qui viennent donc de partout et de nulle part. Maintenant, il faut savoir cartographier ces informations, c'est-à-dire les visualiser et analyser les liens entre les données pour voir exactement ce site-là, j'ai trouvé telle information. Cette page web ou bien ce réseau social, j'ai trouvé telle information. Comment faire donc, pour créer une synapse donc, entre ces données-là pour donner du sens à ces informations? Parce qu'on dit trop d'informations, ça tue l'information. Et il faut essayer donc de les trier, de les organiser. Donc, on peut créer des cartes conceptuelles, les fonctionnalités, on peut créer des cartes conceptuelles, comme utilisent les enquêteurs, visualiser les relations entre les données, identifier les liens cachés, détecter les schémas et révéler des relations complexes, donc entre les données toujours. Exemple, il y a Maltego, NodeXL, il y a GFI. Les avantages, une meilleure compréhension des données, la découverte de nouvelles perspectives, l'identification des points clés. What is it? Identification des points clés et aussi ça aide donc à la prise de décision. Donc, quand on a les informations bien organisées, ça aide la personne donc, à prendre des décisions, surtout, disons, les leaders ou bien les chefs d'entreprise, des gens qui ont une responsabilité et qui gèrent des informations. Donc, trier les informations, les organiser, ça les aide à prendre des décisions donc, sur tel ou bien tel domaine. Il y a l'analyse des données publiques. Donc, ici, j'ai mis un cadenas donc, qui est ouvert. Ça veut dire qu'il y a une
immensité donc d'informations qu'on peut tirer donc par rapport aux sources publiques. Donc, il y a des outils, ce sont des outils pour accéder à analyser les données publiques. Donc, imaginez une mine d'informations sur les entreprises, les gouvernements, les populations ou bien encore plus. Donc là, directement, on peut aller tirer les informations dont on a besoin et essayer de les mettre en corrélation. Les fonctionnalités, on peut accéder et télécharger les données publiques automatiquement sur les sites gouvernementaux, les journaux officiels donc, des républiques et d'autres, des données statistiques. Donc, toutes ces informations-là sont accessibles au public. Et on peut analyser les données avec des outils statistiques et de visualisation. Ensuite, on peut extraire des insights et créer des tableaux de bord. Donc, ces données-là, on peut les trier, on peut les organiser de telle sorte que là, on peut y avoir des statistiques ou bien des données qui sont mesurables ou bien chiffrées. Exemple, il y a les registres commerciaux d'adresses de base, il y a les adresses de base de données gouvernementales, les données financières gouvernementales, toutes les données économiques, sociales. Donc, la liste elle est très longue. Les avantages, ça nous permet d'accéder à des informations fiables et objectives, puisque ça émane des sources de données publiques, donc elles sont fiables et objectives. Cependant, elle nous permet de trouver rapidement les données dont on a besoin. On peut analyser ces données-là et obtenir des insights uniques et prendre des décisions basées sur des faits concrets, puisque ces données-là viennent des autorités publiques, donc on peut s'y baser donc, pour prendre des décisions exactement. Après, il y a la collecte d'informations sur des domaines et des sites web. Désolé. Donc, les outils nous permettent d'obtenir des informations sur des propriétaires de domaines de sites et les sites web. Donc, pour voir ce site-là exactement, qui est l'hébergeur, quel est le CEO, où se trouve, par exemple, ou bien l'adresse IP, par exemple, du site. Donc, on peut collecter l'ensemble de ces informations-là, disons, en rapport avec des sites web. Et là, ça peut nous permettre de détecter des menaces et des vulnérabilités. Par exemple, quand on sait, par exemple, sur le serveur, quelle version, ou bien quel service, les versions des services qui sont utilisées, par exemple, là, il peut y avoir des vulnérabilités qui étaient déjà découvertes. Et là, un attaquant peut les exploiter. Il y a le fait d'analyser la réputation d'un site web, voir si ce site-là, il est fiable ou bien il n'est pas fiable. Ça nous permet aussi d'effectuer des recherches approfondies, surtout avec l'aide des moteurs de recherche avancés. Les fonctionnalités. Il y a la recherche d'informations WHOIS. Il y a la recherche d'informations WHOIS. Donc, WHOIS nous permet de savoir donc, toutes les informations, la majorité des informations que je venais de dire. Par exemple, l'adresse IP du site, le domaine, par exemple, les sous-domaines qui sont liés, et beaucoup d'autres informations concernant l'hébergeur et tout. Et ensuite, il y a l'analyse des enregistrements DNS, Domain Names System Service. Ensuite, il y a la consultation de l'historique d'un site web. Donc, on peut même aller jusqu'au cache, jusqu'au fichier cache donc, des sites web et là-bas, y tirer des informations. On peut vérifier les certifications SSL. On peut aussi détecter des traces numériques. Et ensuite, on peut avoir même accès à d'autres détails techniques, comme je venais de le dire. Par exemple, la version d'un service donc, qui tourne donc, sur le serveur, par exemple. Donc, exemple, il y a WHOIS Lookup, DNS Lookup, il y a Wayback Machine, il y a Certificate Transparency. Les avantages, ça permet d'accéder à des informations qui ne sont pas toujours publiques. Oui, parce que l'adresse IP d'un site, ce n'est pas toujours public.
ou bien le nom de l'hébergeur, ou bien le nom de domaine, les informations concernant l'hébergeur. Et ça nous permet d'identifier les risques potentiels liés à un site web. On peut gagner du temps donc dans nos recherches et obtenir une vue complète du site web. Donc, quand on a ces informations-là, surtout avec Whois et Whois Lookup et DNS Lookup, donc on peut avoir une vue globale donc d'un site web. Donc, quelques outils qui peuvent vous être utiles. Il y a Maltego, Google, il y a Spokeo, Tiny Eyes, les réseaux sociaux. Il y a Whitepage, Verify, Shodan, The Harvester, Go. Désolé, je bégaye parfois. L'ensemble de ces outils-là que j'ai pris ici en exemple nous permettent de trouver des informations sur une personne, sur un lieu, ou bien par exemple, disons, sur comment je vais dire, sur un objet, par exemple, une caméra de surveillance, disons, un serveur, surtout avec Shodan, qui est vraiment, disons, très riche en ressources. Il y a Tiny Eyes, par exemple, qui nous permet de faire des recherches avec les images, donc, qui parfois avec Google Lens, qui sont vraiment bien. Oui. Whitepage, The Harvester, il y a Go aussi qui sont vraiment bons. Et aussi concernant une personne, les réseaux sociaux sont vraiment beaucoup, on va dire, trop bavards. Donc, pour donner des informations sur les réseaux sociaux, on peut savoir beaucoup d'informations concernant une personne ou bien un lieu donné, ou même un événement. Méthodologie et bonne pratique. Donc, il y a la processus de collecte de l'information efficace. Donc, pour mener une collecte d'informations OSINT, Open Source Intelligence, efficace, il est important de suivre un processus structuré. Donc, cela comprend l'identification des objectifs de collecte. Il y a la définition de sources pertinentes, la planification des méthodes de collecte, donc la recherche avec les moteurs de recherche, l'analyse des médias sociaux, etc. Donc, toutes les méthodes, tous les outils que je venais de citer. Ensuite, il y a l'organisation et la gestion de données collectées, ainsi que la documentation des résultats obtenus. Donc, juste ici, en résumé, ce qu'on peut comprendre, c'est que pour mener à bien donc, une collecte efficace, donc, il faut se fixer des objectifs. Se dire que je veux des informations sur tel truc. Maintenant, quelle information? Il faut se poser des questions et essayer de répondre à ces questions. C'est pour cela qu'on avait posé des questions bien précises donc, concernant le cyber challenge sur l'OSINT. Donc, il faut se poser des questions. Je veux savoir telle chose, sur tel lieu ou bien telle personne ou bien telle chose. Et là, essayer de définir des sources pertinentes et planifier ces méthodes de collecte. Donc, et là, quand on a toutes ces informations-là, on va essayer de les trier, essayer de les gérer, voir les informations qui nous sont utiles, les informations qui ne sont pas utiles, les données pertinentes, les sources non fiables, tout ça, essayer de faire le tri donc, au maximum. Et après, il faut toujours faire une documentation. Et comme ça, quand à l'avenir, par exemple, vous en aurez besoin directement, vous pouvez dire, j'avais utilisé tel document ou bien j'avais utilisé tel lien, directement je vais et voilà, essayer de tirer l'information à nouveau. Les méthodologies et bonnes pratiques. Toujours par rapport aux méthodologies. Donc, les bonnes pratiques, ici, on a les sources fiables. Il faut toujours vérifier la crédibilité. Donc, il y a la réputation, l'expertise, l'historique, les intentions, la crédibilité des sources, bien sûr. Et ensuite, il faut corroborer les informations avec d'autres sources. Je m'explique. Là, quand on a une information, par exemple, sur un site web, et avoir la même information sur un autre site web, il faut essayer de voir exactement quels sont les points en commun en comparant les deux informations et quels sont les points de divergence. Et là, il faut essayer de trouver une autre source fiable comme ça qui va nous servir, disons, de juge.
Parce que quand on a deux informations qui ont, disons, deux sources qui ont la même information et une troisième qui donne des informations qui sont différentes, là, on se dit que la troisième, ces informations-là peuvent être erronées. Et là, on fait le tri donc, par rapport aux informations, comme je venais de le dire. Et il faut respecter les règles, connaître et respecter les lois et les réglementations concernant la protection des données, la vie privée et surtout les droits d'auteur. Et ensuite, agir avec éthique. Il y a la transparence, il y a le consentement éclairé et la responsabilité. Concernant la sécurité des données, donc il faut protéger les données personnelles, les connexions sécurisées, le chiffrement, la politique de gestion de données et supprimer les données non nécessaires. Donc, il y a un sigle qui dit « Soyez vigilants, éthiques et responsables ». Les défis et limites de l'OSINT. Donc, il y a un volume et une diversité des données. Il y a une difficulté de trouver et d'analyser les informations pertinentes. Parfois, on peut avoir une idée, mais trouver les informations qui sont vraiment pertinentes, parfois, c'est vraiment difficile, surtout quand on n'a pas les connaissances qu'il faut ou bien une source de recherche, disons, limitée. La fiabilité et la véracité des informations. Donc, au risque de désinformation, et de manipulation. Donc, chaque information, il faut vérifier sa fiabilité. Sa fiabilité, comment on peut le vérifier? Par exemple, voir exactement si la source est fiable. Si la source a disons, l'habitude de donner des informations fiables. Donc, toujours, il faut, par exemple, essayer de voir par rapport aux commentaires, surtout les forums ou bien les réseaux sociaux, parce que là-bas, les gens, ils y vont à cœur ouvert, ils disent exactement par rapport à l'information, si cette information est vraie ou bien si c'est faux. Et là, on peut voir si la source elle est fiable ou bien si la source n'est pas fiable. Et là, l'information vérifie si elle est vraie. Comment? En essayant aussi de faire d'autres recherches sur d'autres sources d'informations et essayer de trouver la même information là-bas. Et là, si on l'a là-bas, on peut dire que cette information, elle est peut-être vraie. Donc, toujours, il y a aussi les dates. Essayer de voir les dates. Quelle source a publié en premier. Par exemple, cette source-là peut publier une information en 2014. Une autre source peut publier une information en 2023. Comparer les données. Les données les plus récentes, toujours concernant, par exemple, les statistiques et autres, donc, sont plus fiables que les anciennes données, par exemple. C'est juste un exemple. Ensuite, il y a la confidentialité et le respect des données. Donc, il y a l'importance de respecter les réglementations en matière de protection de données. Parce que là, quand on fait de l'OSINT, bien sûr, on va faire des recherches concernant, j'ai dit, je le répète, une personne, un lieu, des événements. Ça peut être un petit peu de tout. Mais là, on peut, disons, violer certaines règles, surtout concernant les données personnelles. Est-ce que, par exemple, moi, j'ai l'autorisation ou bien, disons, est-ce que la loi m'autorise, par exemple, d'utiliser l'image de telle personne sans son consentement? Est-ce que j'ai l'autorisation d'utiliser telle image qui est sous droit d'auteur sans avertir la personne compétente? Donc, tous ces trucs-là, ces barrières, il faut essayer toujours de les prendre en compte. Il y a les compétences et l'expertise. Donc, l'OSINT nécessite des compétences, bien sûr, spécifiques en matière d'information et d'analyse de données. Donc, on peut faire des recherches comme ça, mais faire des recherches de manière précise, il nous faut des compétences. Et je pense que certains ont appris de nouvelles choses en essayant de résoudre certains énigmes du cyber-challenge. Parce que vous voyez parfois, trouver une information peut être vraiment difficile. Mais après, avec la recherche et tout, vous avez quelque chose de nouveau et voilà, ça vient. Maintenant, le fait, c'est d'analyser les données. Toujours, c'est le problème.
comme je l'ai dit, trop d'informations tue l'information. Et quand on n'est pas capable de trier ou bien d'organiser les informations qu'on a, c'est presque rien, on n'a rien. Donc, c'est juste un petit bazar qu'on a mis là. Il y a les bias et la subjectivité. Donc, l'info est subjective. Il faut vérifier les sources. Donc, c'est toujours en corrélation avec la fiabilité et la véracité des informations. Parfois, on peut avoir une information directement à partir d'une source qui nous est proche et partager l'information sans pour autant savoir si cette information elle est vraie ou bien c'est de la désinformation. Donc, c'est un petit peu ces 5 points-là, de manière globale, qui concernent les limites de l'OSINT. Donc, conclusion. L'OSINT est un domaine important de collecte d'informations à partir de sources ouvertes, accessibles au public. Il repose sur des principes de collecte légale et éthique, d'évaluation des sources, de respect des réglementations et de protection des données. Il est utilisé dans divers domaines comme les enquêtes criminelles, la sécurité informatique, nous en cyber, et les renseignements commerciaux. L'OSINT continuera d'évoluer avec les avancées technologiques. Le progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, du traitement du langage naturel permettront d'améliorer les capacités de collecte, d'analyse et de filtrage des données, des informations aux OSINT. Cependant, il sera également nécessaire de faire face à de nouveaux défis liés à la protection de la vie privée et de la crédibilité des sources d'information. Donc, vous voyez bien que avec, disons, l'essor fulgurant des intelligences artificielles, il y a même certains qui l'avaient utilisé pour répondre à certaines de nos questions. Donc, vous voyez, avec l'intelligence artificielle, parfois, ça peut être une véritable source d'information. Mais la limite, c'est que ces intelligences-là, disons, on les a conditionnées. On les a appris à faire telle chose. Mais est-ce que les informations-là qu'on leur a données, est-ce que ces informations-là étaient vraies ou bien est-ce que ces informations étaient fiables? Donc, c'est un petit peu comme ça. Donc, ça relève toujours des perspectives et des défis de l'OSINT. Et ça aide beaucoup concernant les recherches. Donc, cependant, il est nécessaire aussi de faire face aux nouveaux défis de la protection de la vie privée et de la crédibilité des informations. Toujours, ça revient, surtout la protection de la vie privée. Donc, la documentation, il y a OSINT Framework, donc by Jason Pollack. Donc, c'est un site qui propose des articles, des tutoriels et des outils gratuits. Donc, après, je vais vous partager le document. Il y a l'OSINT Curious, donc de Michael Bazel. Donc, ces sites-là sont les mêmes. Il y a Bellingcat, ce site aussi propose des articles. Donc, concernant les podcasts, il y a OSINT Curious Podcast by Michael Bazel. Donc, toujours le même gars. Donc, il fait des podcasts donc gratuits et disponibles sur des plateformes. Il y a The Intelligence Podcast. Donc, le nom là, il est chinois, vraiment. Je ne peux pas le lire. Donc, c'est Michael S. Smith. The OSINT Show by Paul Moore. Les outils, il y a Google, DuckDuckGo, il y a Shodan, Maltego, The Harvest. Il y a beaucoup d'outils. Les outils là, j'ai fait une carte mentale. Après, je vais vous partager un petit peu les outils qu'on peut utiliser concernant l'OSINT. C'est vraiment beaucoup. Il y a une foule d'outils qu'on peut utiliser pour faire de l'OSINT. Et parfois, mémoriser tous ces noms-là, donc ça nous aide. Donc, je ne vais pas terminer sans pour autant remercier les camarades qui sont des membres des commissions scientifiques et pédagogiques, que je tenais à leur exprimer donc ma profonde gratitude concernant leur confiance et le partage de leurs précieuses ressources, donc, et leur engagement sans faille. Donc, votre contribution a été essentielle et a permis d'accomplir de grandes choses. Donc, votre expertise et votre dévouement ont été d'une source d'inspiration et de motivation. Merci infiniment. Et là, merci à vous, chers auditeurs, de m'avoir écouté et
vraiment de vous être concentré pour entendre tout ce que j'ai dit depuis le début. Un très grand merci. Pour la belle présentation, c'est une très bonne présentation que Moustapha vient de faire. Et, donc, je pense que nous allons passer sur l'étape suivante de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez saisir cela sur le chat et on va essayer de répondre sur ces questions, ou bien vous pouvez lever la main. Ensuite, une fois levé vos mains, ensuite, on va vous nommer, vous allez poser votre question. Et si vous avez aussi des contributions, vous pouvez contribuer sur la présentation qui a été faite. Donc, je pense aussi, Moustapha, les étudiants aimeraient de voir en fait quelques démonstrations au fait, si le temps vous permet, de démonstrations sur le centre, donc de quelques outils, ou bien même sur le Google Charge. Donc, je pense aussi que ça sera bien si vous aurez le temps, on peut démontrer cela aux étudiants. Donc, voilà. Donc, levez vos mains si vous avez des questions. Vous voyez, Cheikh Nia, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, toute la classe. Je demandais comment on utilise le logiciel Maltego. D'accord. Daniel, est-ce qu'on ne peut pas regrouper les questions et après essayer de les répondre? On passe, par exemple, 5 questions, on répond aux 5 et après on va prendre 5 autres, ainsi de suite. Comme ça, on va gagner du temps. D'accord, je pense que c'est bon. Et je pense que Cheikh Nia a posé la première question. Allez-y, Mamadou Fati. Voilà, j'ai déjà posé ma question. Fati disait comment évaluer la fiabilité et la crédibilité des informations collectées en nos centres. D'accord? Quelle d'autres questions? Mamadou Mokhtar Cham, allez-y. Bon, excusez-moi, j'ai demandé si est-ce que je pourrais faire juste un cours vocal. Je serais juste à vous adresser un message d'encouragement. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Je dis juste que je tiens juste à vous adresser un message d'encouragement et de gratitude pour tout ce que vous apportez à notre université. Merci. Votre sagesse, votre expérience et votre résilience sont des atouts inestimables qui méritent d'être vraiment célébrés. Ok, merci. Nous allons revenir dessus. Ok. Merci. Mandi Jai. On a combien de questions actuellement? Mandi Jai. Prenez la question de Mandi Jai, s'il vous plaît. John, je pense. Allez-y. Mandiaï. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai une fois trouvé mon adresse mail dans les docs et je voudrais savoir comment le retirer de là. D'accord. D'accord. Donc, je pense qu'on peut essayer de répondre les questions qui sont posées jusqu'à présent. Et après, si d'autres ont des questions, nous allons revenir après. D'accord. Moustapha, allez-y, s'il vous plaît. Oui, concernant la première question, c'est sur Maltego. J'ai oublié l'auteur de la question. Donc, pour Maltego, moi, je ne l'ai pas sur ce système-là. Je l'ai sur mon deuxième système Linux. Sinon, j'allais vous faire une petite démonstration. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on ne peut pas reporter ça juste
À la fin, comme ça, je vais me déconnecter, éteindre ma machine et le rallumer. Parce que j'ai un dual boot et c'est l'autre là, sur Linux que j'ai mis Maltego. Et là, on peut faire une démonstration. C'est juste une proposition qu'on laisse ça jusqu'à la fin. Après, je vais me déconnecter et me reconnecter après avec ma machine. C'est bon, hein? Oui, je pense que c'est valable. Oui, parce que moi, je n'ai pas Maltego sur Windows. Hein. Et directement sur mon... Il y a une question qui demande actuellement comment utiliser le Google Docs. Donc, oui, je pense que ça, vous pouvez démontrer ça en attendant aussi. Oui. Après, on peut répondre aux autres questions. Ensuite, pour ce qui concerne la démonstration technique, avec Maltego 2, vous pouvez revenir après à la fin. D'accord. Donc, comment évaluer la fiabilité et la crédibilité des informations collectées? Donc, je l'avais dit tantôt. Donc, pour voir exactement la fiabilité et la crédibilité, il faut voir la source de l'information. Par exemple, l'auteur, par exemple. Est-ce que l'auteur qui a publié cette information, par exemple, il est expert dans ce domaine ou bien il est reconnu dans ce domaine, donc, ou bien il est bien connu pour donner des informations fiables et transparentes. On peut voir aussi le contenu de l'information pour voir exactement si l'information est correcte, donc avec des exemples d'erreurs. On peut aussi le terme là, la corroboration, ça veut dire le comparer avec des informations d'autres sources. Quand on a une information, on peut le comparer avec des informations d'autres sources et là, essayer de voir si l'information là n'a pas été altérée quand j'ai utilisé mes autres sources pour voir exactement s'il y a des exactitudes ou bien des points de divergence. Mais aussi, on peut utiliser les métadonnées des documents. Donc, elles peuvent fournir des informations, par exemple, sur la date de création, l'auteur, l'origine, voir exactement, par exemple, si le document ou bien l'image n'a pas été modifié, altéré ou bien généré par une intelligence artificielle, peut-être. Et enfin, on peut utiliser son sens critique. Voir une information, le lire et se poser des questions. Est-ce que exactement cette information-là, elle est fiable? Pourquoi il l'a écrit comme ça? Pourquoi il ne l'a pas écrit comme ça? Donc, parfois, le sens critique peut être d'une grande utilité. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà, en fait, concernant les images, oui, concernant les images ont été modifiées. Ouais. Répète. Comment peut-on être sûr qu'ils ne sont pas modifiés? Vous avez dit qu'il faut vérifier si les images n'ont pas été modifiées. Je demande comment on peut savoir tout ça. D'accord. Je vais te montrer un petit exemple. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Hein. On est en train de voir. Et ça, c'était les images que j'ai utilisées un instant. Voilà. Vous voyez cette image-là? Est-ce que vous voyez l'image? Oui. Pour vous, elle est réelle ou bien elle a été modifiée? On ne sait pas. Voilà, exactement. On ne peut pas regarder l'image et savoir. Ce qu'il faut faire, avec Windows, par exemple, il y a les propriétés. Quand on clique sur propriétés, on peut voir les détails. Et là, on peut voir les informations, par exemple, concernant la distance focale. Tu vois, je vais utiliser la loupe parce que... Il y a ça. Un instant. Voilà. Vous voyez bien? Voilà. Donc, quand on fait clic droit, par exemple, sur Windows, on voit
Le copyright, ce sont les droits d'auteur. Donc, c'est PicoCTF, par exemple. Il y a les dimensions, la résolution horizontale, par exemple. Et dans l'appareil photo, quand une image n'est pas modifiée, quand une image, disons, vient des appareils modernes, on peut avoir la marque de l'appareil de photo, le modèle, la distance focale. Ensuite, je vais défiler. Ici, vous voyez total millimètres, par exemple. On n'a rien mis. Ici, on n'a absolument rien mis concernant les méta. C'est ça qu'on appelle les métadatas. Donc, maintenant, avec Linux, il y a un outil. Il y a un outil qui s'appelle ExifTools, qui est vraiment puissant. Là, avec cet outil. Après, je vais te montrer quand je serai sur Linux. Donc, c'est vraiment puissant, cet outil-là. Il va nous dire si, par exemple, la photo, elle a été prise. Le lien même de la prise de la photo, on peut le retrouver. Et aller sur Maps et avec le truc là, Google Street Maps, voir exactement où la photo a été prise. Quel appareil a pris, si le flash a été activé, le flash a été désactivé, tout ça, on peut le savoir. Et quand on a ça, par exemple, on peut savoir si l'information a été créée, modifiée ou bien générée par une intelligence artificielle. D'accord. En fait, si les images ont été transférées plusieurs fois, ça ne change pas les données? Non. Quand l'image est modifiée, toujours, le logiciel qui modifie l'image va laisser des traces. Toujours, le logiciel qui modifie l'image va laisser des traces. Maintenant, ce sont ces traces-là qu'on appelle metadata. Peut-être qu'il peut y avoir des gens, par exemple, qui ont des compétences approfondies avec leurs connaissances en Linux ou bien en programmation, peut-être, ils peuvent supprimer ces données-là. Comme ça, toi, peut-être, quand tu vois l'image, tu ne verras pas exactement si la photo-là, elle est modifiée ou pas. Mais pour plus de crédibilité, on peut faire un scan avec Google Lens ou bien Tiny Eyes et là voir exactement si cette photo-là, elle est dans d'autres sources ou bien sur d'autres plateformes et essayer de comparer les photos. Si on ne voit pas de différence, on peut comparer les métadatas et voir si exactement il n'y a pas de différence ou bien s'il y a des différences. Donc, ici, il y avait, par exemple, je vais te montrer. Il y a une photo que je commençais déjà à modifier les métadatas. Voilà, c'était ce matin. Par exemple, cette photo-là, elle a été modifiée par une autre application. C'est Jim. Je ne sais pas si tu vois là. Oui. Voilà, j'ai modifié l'image ici. 2.10.36. Merci beaucoup. J'ai modifié l'image ici. Maintenant, pour effacer toute trace, j'ai créé ce fichier XML et essayé de modifier toutes les traces donc, de l'application là, que l'application a mis. Je ne sais pas si tu comprends. J'ai dit que quand on utilise l'application, ça va laisser des traces. J'essaie d'effacer les traces là donc, en ouvrant avec XML. Donc, c'est un petit peu ça. Bon, il y a quelqu'un qui demande si on peut organiser une deuxième réunion pour parler de l'utilisation des différents outils. Pour ces questions, oui, c'est vraiment possible. Donc, si on aura l'occasion, le club de cybersécurité pour mettre en place une deuxième réunion pour discuter davantage sur les différents outils et de l'OSANT. Voilà, donc il sera un moyen d'échange entre nous et entre le club aussi. Les étudiants, peut-être des professeurs qui seront parmi nous ces jours. Donc, nous aurons l'occasion probablement d'organiser une deuxième réunion en ce sens. Oui, c'est Mendy. Il y a là d'abord. Il y a là d'abord. J'ai essayé de trier les questions sur le chat. Alors, ok, allez-y, là. Il y a là qui demande s'il y a d'autres alternatives à l'OSINT. D'abord, il faut comprendre exactement c'est quoi l'OSINT. Parce que ça nous permet d'avoir, l'OSINT, ça nous permet d'avoir des informations, donc de différentes sources. C'est juste un domaine qui nous permet d'avoir des informations.
Maintenant, quand on essaie de chercher des informations, automatiquement, on fait de l'OSENT. Qu'on soit journaliste, géographe, peu importe. Quand on essaie de faire des recherches sur un sujet, ou bien un thème, ou bien quelque chose, automatiquement, on fait de l'OSENT. Automatiquement. Même avec la situation, par exemple, politique du Sénégal, parfois, on voit des informations circuler sur WhatsApp. Pour vérifier si l'information est vraie, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de voir sur Facebook s'il y a des démentis. Après, essayer de voir sur Insta, TikTok ou bien sur Google. Là, on fait de l'OSENT. L'OSENT, c'est juste la recherche d'informations. Il n'y a pas d'autre alternative. Concernant la recherche d'informations, quand on fait une recherche d'informations, on fait de l'OSENT. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Il n'y a pas d'alternative. L'OSENT, vous l'avez commencé à faire. Un autre thème aussi, on peut dire quoi? Chaque jour, on fait le l'OSENT, mais sans se rendre compte. Sans s'en rendre compte. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Depuis la décision, avec les exposés en essai, ainsi de suite, on faisait de l'OSENT, mais on ne savait pas exactement quel outil utiliser ou bien comment aller en profondeur. C'est juste ça. Mais on faisait de l'OSENT. Parce que là, on cherchait des informations, on essayait de les trier, de les organiser et essayer de faire une synthèse de ces informations-là. Quand on fait ça, on fait de l'OSENT. C'est bon là, hein? D'accord, il y a une deuxième question qui dit comment utiliser le Google Docs. Le Google Docs et comment ça se passe. D'accord. Je vais... Je pense que si on avait un challenge qui est porté sur le Google Docs. Je pense, oui. Je pense, oui. Peut-être on va les montrer la correction ou bien, si possible, à la fois. On peut faire la correction, mais ça va nous prendre beaucoup de temps, hein, Daniel. Allô? Allô? Oui. Je pense que la correction, c'est déjà sur le Drive. Hein? Oui, je pense, oui. Si, après, à la fin, après avoir démontré les exemples, par exemple, projeter et expliquer rapidement la correction, on s'arrête là, mais si on veut faire comme ça, on va passer. Donc, le Google Docs, par exemple, moi, je veux faire des recherches, par exemple, disons, sur l'OSENT. J'écris l'OSENT, on m'écrit. J'ai combien de résultats ici? Il faut voir le nombre de résultats. J'ai 10 500 000 résultats. Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux exactement? Je veux, par exemple, des documents qui parlent de l'OSENT. Des documents, uniquement des documents. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre OSENT. Après, je vais écrire file, mon type de fichier. En France, c'est type de fichier. File. Merci. Merci beaucoup. Donc, file type, ce sont des types de fichiers. Moi, je veux quel type de document sur l'OSENT? Est-ce que je veux des présentations comme PowerPoint, PPT? Je veux des documents PDF ou bien je veux des documents docs ou bien des images? Qu'est-ce que je veux? Par exemple, moi, je peux mettre des documents PDF uniquement sur l'OSENT. Donc là, vous voyez, je suis passé de 10 millions de résultats à 70 500. Et là, tous les résultats qui sont ici, ce sont des documents PDF. Quand je clique, regardez, je vais vous montrer. Ce sont des documents PDF. Un instant. Ouais, Open Source Intelligence. Automatiquement. Maintenant, quand on fait ce tri-là avec des file types ou bien une URL, ça veut dire des URL qui partent de l'OSENT. Donc là, automatiquement, je fais du Google Docs. Maintenant, toutes ces commandes-là sont regroupées dans une base de données qu'on appelle le Google Docking. Donc là, automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur la plateforme et dire essayer de voir ce qu'on veut rechercher exactement. Est-ce que ce sont des types de fichiers
ou bien des recherches sur uniquement un site à partir de Google, ou bien quoi exactement? Et quand on fait ça, on fait directement du Google Docking. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que cette commande-là que j'ai mise, ça vient directement du Google Docking. Hein. Il y a une foule de commandes comme ça. Mamadou? Oui. D'accord, je vois. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. D'accord. Merci. Pour Mohamedou, je crois qu'on avait répondu à sa suggestion. Hein? Maintenant, est-ce que l'OSINT peut utiliser nos données personnelles contre nous? La question, est-ce qu'on peut utiliser l'OSINT pour avoir accès à nos données personnelles contre nous? La question, tu l'as. Parce que l'OSINT, c'est juste une science. C'est juste une science qui nous permet de rechercher des informations. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour avoir des informations sur nos données personnelles et les retourner contre nous? Bien sûr. Parce que n'oubliez pas que dans le cyberspace, il y a 3 types de chapeaux. Il y a le chapeau blanc comme nous, les chapeaux gris qui ont des, disons, qui ont des intentions mitigées. Parfois, ils font pour le bien, parfois, ils font du mal pour le bien. Et ensuite, il y a les blacks, les chapeaux noirs qui font toujours du mal. Maintenant, nous, les connaissances qu'on a, par exemple, sur l'OSINT, eux, ils ont les mêmes connaissances, que ce soit les chapeaux blancs, les chapeaux gris, les chapeaux noirs. Ils ont les mêmes connaissances que nous. Maintenant, eux, ils peuvent utiliser vos propres informations contre vous. Par exemple, sur les données personnelles, un exemple. Avec l'ingénierie sociale, par exemple, je prends un exemple ici. Il y a... Je prends Mamadou, voilà, c'est lui qui est en tête, en haut. Mamadou Fati, par exemple. Moi, je ne le connais pas personnellement. Mais sur les réseaux, par exemple, je vois un ami ou bien une amie avec qui toujours il se partage des trucs, donc avec, par exemple, les photos, les stories, ainsi de suite. Ils s'attaquent beaucoup. Donc, je me dis que ces personnes-là peuvent avoir quelques liens en commun. Maintenant, moi, comment avoir des informations sur Mamadou Fati? En visitant son profil, par exemple, je vois que lui, il ne met pas de date de naissance. Il a juste sa photo de profil. Rien d'autre, ni d'adresse, ni de numéro de téléphone, ni rien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'intercepter son ami. Par exemple, supposons que Mohamed Diallo est son ami. Et son ami dont je parlais tout à l'heure. Et là, Mohamed Diallo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me rapprocher de lui. Je vais faire de l'OSINT sur Mamadou Fati, mais pas directement, parce que je ne vais pas directement lui parler, il va se méfier. Donc, avec Mohamed Diallo, par exemple, lui, je vais essayer d'être ami avec lui et essayer de faire le tout pour lui parler de Mamadou Fati. Et là, avec l'ingénierie sociale que j'avais sauté, donc qui nous aide beaucoup en OSINT, l'ingénierie sociale, c'est quoi? C'est utiliser les émotions des autres ou bien les personnes. Donc, les gens, on va les faire comme des marionnettes. On va les manipuler à notre guise pour avoir ce qu'on veut. Donc, avec Mamadou Diallo, par exemple, lui, je vais être ami avec lui et essayer de lui parler de Mamadou Fati. Et là, il va me dire, c'est mon ami, on habite dans le même quartier, et il a appris dans ce lycée, son anniversaire, c'est tel jour, je peux même te donner son numéro de téléphone, il a son WhatsApp, ainsi de suite. Quand j'ai son WhatsApp, par exemple, supposons, j'ai son adresse là où il habite, par exemple, son lycée, son nom, par exemple, Mamadou Fati, il l'a mis directement sur les réseaux sociaux, c'est Mamadou Fati. Je peux directement, par exemple, aller à l'école où il étudie, et là, voir le proviseur ou le censeur et lui dire que je suis un parent de Mamadou Fati. Est-ce que je peux avoir, par exemple, son bulletin ou bien son extrait de naissance parce que j'en ai besoin? Là, les gens, ils ne se méfient pas parce que quand tu viens avec une audace et parler sur telle personne et dire que si je suis son parent, automatiquement, il se laisse aller sans pour autant essayer d'être méfiant ou bien truc. Et là, je peux avoir, par exemple, des informations sur sa date de naissance que je n'avais pas, sur son lieu de naissance, sur son numéro, par exemple, d'extrait de naissance. Et voir exactement ses résultats scolaires, s'il a bien travaillé, s'il n'a pas bien travaillé, c'est son numéro WhatsApp. Avec son numéro WhatsApp, par exemple, là, je peux directement aller sur Google, essayer d'avoir son adresse email. Mais là, ce sont beaucoup d'informations que j'ai sur lui. Avec sa photo de profil, moi, je peux
créer un faux compte avec toutes ces informations-là sur lui. Et je peux faire tout ce que je veux. Et bien sûr que oui, le centre peut, disons, utiliser nos données personnelles contre nous. Et là, on se réveille un beau jour, on est victime. Donc, c'est pour cela qu'on va faire la vulgarisation de toutes ces méthodes-là et toujours mettre en garde les gens concernant l'utilisation, donc concernant les données personnelles des gens, surtout les données personnelles des gens. Ahmadou Bamba, c'est bon, hein? Allô? Je pense qu'on peut prendre une ou deux questions pour s'en terminer. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment faire Windows? Bon. Ngoudia, après tu me prends un PV, je vais t'expliquer. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'une adresse IP? Après tu me prends un PV. Il y a Imani Soneta qui a levé la main. Hein? Il y a, oui, c'est vrai. Il y a Mandia qui a levé la main. J'avais complètement oublié. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, allô, vous m'entendez? Bien, oui. Allô, oui, c'est bon, oui. Ça fait un moment que je lève la main. Hey, désolé. J'étais un peu concentré sur l'autre écran. C'est pour cela que... Là-bas, je regarde juste le... Non, il n'y a pas de souci, En fait, moi, ma question, c'est presque la même chose que l'autre. Je voulais savoir quelle utilisation un cyberhacker peut faire de l'OSINT qui le diffère de nous, par exemple, les white hats, comme vous dites. C'est quoi l'utilisation de différence? Qu'est-ce qui nous différencie? Oui. Et aussi, vous pouvez préciser à quel moment l'OSINT peut devenir illégal. Et quand je parle d'OSINT, je parle d'extranet. Par exemple, l'utilisation vraiment approfondie de Google, comme on l'a fait avec les commandes et tout ça, pas seulement les recherches. Merci. D'accord, merci beaucoup. La question, elle est vraiment pertinente, très pertinente même. Nous, on l'utilise par exemple pour avoir... Tu sais, quand on fait par exemple un pentest, ou bien qu'on évalue la sécurité d'une entreprise, par exemple, on peut le faire sous 3 formes de niveau. Il y a le black box, qui est la boîte noire, gray box et white box. Maintenant, le black box, là, on ne te donne pas des informations sur l'entreprise, on ne te donne rien. On te dit, par exemple, tu dois faire une évaluation de sécurité sur notre entreprise qui s'appelle telle chose. Par exemple, disons UNCSK, c'est juste un exemple. Et là, on peut te donner, par exemple, juste l'adresse du site, par exemple, de l'entreprise. Bien même, au pire des cas, te donner le nom. Maintenant, c'est toi, avec des connaissances en OGM, avec le nom de l'entreprise qu'on t'a donné là, essayer de faire des recherches approfondies pour voir exactement qui est à la tête de cette entreprise-là, quels sont les décidents de cette entreprise, les personnes qui eux, font, disons, qui s'asseyent à la table donc d'administration de cette institution-là. Essayer de voir est-ce qu'il y a des sites web concernant cette institution, est-ce qu'il y a des applications, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, quand on amasse toutes ces informations-là, on va essayer de pénétrer au cœur donc, du système pour voir s'il y a exactement des failles. Les failles, ça peut être matériel, ça peut être logiciel, ça peut être même humain, comme tu l'as tantôt dit, donc dans le cadre des recherches Google, comme l'exemple que j'avais pris avec Momodou et Mohamedou, par exemple. Donc, pour voir exactement s'il y a des failles. Et avec ces failles-là, on va essayer de rédiger un rapport et dire que, voilà, tu m'as donné juste le nom, et avec ce nom-là, je suis parvenu à savoir telle chose sur toi, ou bien l'entreprise, ou bien toutes des données qui sont vraiment sensibles concernant l'entreprise. Maintenant, nous, j'ai dit tantôt qu'on fait du black box. On se comporte exactement comme un hacker. Par exemple, un hacker qui est, par exemple, chinois.
et qui invoque à cette institution-là. Il a juste le nom comme nous. Et nous, comme on fait, lui, il va faire pareil. Mais le problème, disons, l'avantage en est que nous, on le fait pour prévenir la personne, pour essayer de boucher ces failles-là. Alors que eux, quand ils ont les mêmes informations que nous, ils vont les retourner contre cette même entreprise-là, cette même institution. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si, je comprends. Voilà, c'est vraiment ça qui nous différencie, nous, comparé à eux. Maintenant, pour la recherche approfondie sur Google, même sans la cybersécurité, on peut le faire sur beaucoup de sujets. Même nous, par exemple, quand on a des cours donc à l'université sur un thème qu'on n'a pas beaucoup de connaissances, bien qu'on se perd avec le professeur, on peut utiliser Lausanne pour voir s'il n'y a pas d'autres cours, par exemple avec le FileTip, s'il n'y a pas d'autres cours qui viennent, par exemple, d'autres universités avec ce même truc-là, ou bien quand on essaie de faire une présentation, par exemple, ou bien qu'on doit exposer un truc. Donc, on peut l'utiliser de manière quotidienne, donc concernant tous les domaines. Oui, mais pour cette partie-là, je voulais demander, par exemple, à quel moment cette recherche-là peut devenir illégale? Ah oui, à quel moment? Oui, merci beaucoup. Concernant la légalité, à quel moment ça devient illégal? Quand on pénètre directement dans des sites non autorisés. Par exemple, les bases de données, par exemple, le truc là qui gère les extraits de naissance. Quand on pénètre de manière illégale, par exemple, la base de données, par exemple, de la municipalité, pour voir le numéro d'extrait ou bien les informations concernant la naissance d'une personne, sans autorisation. Là, on est à la limite de l'inégalité. Donc, l'OSINT, c'est quand on utilise des ressources publiques, Mais quand on va directement dans des ressources privées, là, on ne fait plus de l'OSINT. Là, on fait directement le truc là, le mot. On fait de la recherche active, voilà. Et ça, c'est directement puni par la loi quand on fait la recherche active sur un domaine ou bien une entité qui n'est pas le nôtre sans nos autorisations. Là, c'est directement puni par la loi parce qu'on dit que tu fais une attaque automatiquement. Donc, l'OSINT se limite seulement à la consultation des ressources publiques automatiquement. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de fouiller ton téléphone pour avoir des informations sur toi, par exemple. Allô? Alors, tu m'entends? Bon, Moustapha, si vous me permettez, je peux contribuer un petit sur ces points ici. Oui. Oui, vas-y, Daniel. D'accord. Lorsqu'on a les informations de l'ECNCR, ce sont des informations publiques en ligne. Donc, sans oublier qu'il y a des informations privées qui sont aussi des fuites des informations aussi. Ce sont des informations qui peuvent être dédiées d'être privées, mais par au moins quelque part, on le retrouve en ligne et sous la main des autres. Donc, ces genre des informations, on ne peut pas la savoir, on ne peut pas savoir carrément si sont carrément, comment on peut utiliser cela. Mais si ces informations se tombent sous nos mains, en fait, comment cela peut devenir illégal, ça dépend de la manière de l'utilisation de cette information. Comment nous avons utilisé cette information? Est-ce que si nous tentons d'utiliser cette information contre des personnes ou bien de faire de mal, à ce moment que cela devient illégal. Sinon, le centre, c'est une technique qui est en fait, parce que c'est quelque chose qui implique que les gens voient qui en fait. Donc, mais pour que ça soit illégal, ça dépend de manière, l'intention, comment nous avons utilisé ces informations après avoir les obtenues. Je pense que c'est ça et je pense que ça sera la dernière question. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que je peux savoir comment intégrer le groupe? La prochaine, pour la deuxième séance. Oui, allez-y, Mandy.
Oui, j'ai dit merci beaucoup à tous les deux. Je voulais savoir comment intégrer le club. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui est en première année? Oui, je vais à la fin, avant de quitter, je vais vous présenter en bref le club et vous allez voir plus d'informations concernant le club de cybersécurité. Donc, merci Mandy, beaucoup. vous serez la dernière. Oui, je disais. Est-ce qu'on ne va pas prendre ces deux-là, juste après on arrête et on va avancer. Il y a aussi Cheikh Niang qui a levé la main. Et Mandiaye, il a levé la main depuis tout à l'heure. Oui, Mandiaye. Oui, je disais que c'est moi qui avais posé la question concernant. J'ai trouvé mon adresse mail sur le dark web. À la suite d'une violation de données, c'est Wattpad. Quelqu'un a divulgué mon adresse mail dans le dark web. Je voulais savoir qui et comment il a fait tout ça. Sur le dark web? Oui. Tu as utilisé quel navigateur pour entrer dans le dark web? J'ai utilisé Google One. J'ai fait une analyse et on m'a dit que votre adresse Google One. Non, tu n'es pas sur le dark web. J'ai utilisé Google One. J'ai fait une analyse. On m'a dit que votre adresse mail a été trouvée dans le dark web. Oui, si je peux intervenir un peu sur ça aussi. Bon, vous savez, sur le dark web, il y a certaines organisations qui, comme des hackers, des organisations de hackers qui sont dans les différentes parties du monde. Donc, à travers le ransomware, c'est un logiciel de malveillant. Il peut essayer de pirater certaines entreprises ou bien certains sites, hacker ou bien attaquer ces sites afin de pouvoir accéder à leur base de données. Donc, ces bases de données contiennent, par exemple, des informations personnelles ou bien des utilisateurs ou bien aussi de l'entreprise en question. Donc, il paraît que peut-être une de ce temps, vous avez inscrit dans une de ces sites qui peut-être être attaqué par une de ces groupes d'attaqueurs, en fait. Et enfin, ils vont essayer de récupérer certaines de vos détails, de vos informations. Donc, voilà, c'est vraiment possible. Donc, ça dépend aussi, c'est ce qu'on appelle le bridge, data bridge. Donc, et je pense qu'il y a des moyens que vous pouvez vérifier si vos adresses email a été fait partie de cette genre d'attaque. Par exemple, si vous pouvez accéder dans cet lien que je vous partage sur le chat. Ouais, sur ce chat. Donc, si vous cliquez ici, vous mettez votre adresse email. Donc, là, vous trouverez que, bon, si votre adresse email apparaît dedans, en vert ou bien en rouge, donc ça vous donne l'idée que votre adresse email fait partie des données qui sont filtrées d'une base de données par les attaquants quelque part ou bien dans quelques années comme ça. Donc, c'est en bref ça, en fait. Oui, juste pour le rassurer que les informations ne peuvent pas, je ne crois pas que ça soit sur le dark, parce qu'il a dit qu'il a utilisé Google One pour le dark web. Maintenant, il faut juste changer les paramètres de confidentialité. Non, peut-être aussi qu'il a fait une erreur, parce que Google One, c'est pour stocker des données, mais pas pour trouver d'autres choses. C'est pas le dark web. Je sais pas qui l'a informé. Oui, je ne crois pas. Parce que le dark web, c'est avec un navigateur spécialisé. Oui. Donc, je ne crois pas que ce soit le dark web. Maintenant, le dark web, c'est sur le darknet, pas avec Google One. Déjà, Google One, c'est payant. Voilà. Pour avoir 100 gigas de stockage. C'est du cloud, quoi, en fait. C'est du cloud. Après, il y a je pense que c'est ça. Oui,
Non, allez-y, vous avez la dernière. Bon, je voulais dire que vous n'avez pas encore répondu à ma question. Quelle question? Comment utiliser le logiciel Maldego? Michel. Pour cela, en fait, pour cela, on vous partagera l'ensemble des solutions, l'ensemble des questions, y compris le Montego aussi. Donc là, vous aurez l'idée comment utiliser le logiciel. D'accord? Moi, j'avais répondu à ça. J'avais dit data. D'accord. Des documents ou bien des vidéos pour l'utilisation de cet outil et vous allez mieux comprendre à la fin. Ok, d'accord. Je pense que ça sera la fin de la présentation. Merci beaucoup, Mustapha, pour ces très bonnes présentations que vous avez animées aujourd'hui sur le thème de l'e-santé. Donc, pour vous rappeler aussi, c'est le club de cybersécurité qui vous présente l'activité Cyber Challenge. Donc, l'activité est prévue pour dérouler pendant une durée de 3 mois sur les différents thèmes. Et pour chaque thème, nous allons commencer avec des challenges, des Cyber Challenge, comme nous avons fait avec l'e-santé. Donc, il y a des questions qui seront lancées pendant 2 semaines. À la fin, qui sera terminé par un webinaire. Donc, en bref, c'est là, je vous présente en bref le club de cybersécurité pour ceux qui n'ont pas encore... Oui, je vais arrêter ma présentation. Voilà. Oui. Donc, voici, c'est le club de cybersécurité. Donc, nous sommes là depuis 2022, fin 2022. Et c'est un club qui est dédié, créé pour offrir aux étudiants un environnement de collaboration et d'apprentissage de la cybersécurité. Le club rassemble l'ensemble des étudiants de l'université UNSH, de différentes filières et de niveaux d'études. Donc, de tous les étudiants passionnés par la technologie et de l'information et la sécurité informatique. Donc, nous avons des objectifs qui est la sensibilisation à la cybersécurité aussi. Donc, en partant par des cibles, des audiences, des messages, les actions et les mesures que nous allons prendre en compte aussi. Donc, de renforcement de notre communauté étudiante. Donc, le club aussi est dédié pour aider, assister les étudiants dans les activités et le cours, les ateliers pratiques, des projets aussi. Donc, des recherches et développement. Donc, nous sommes dans le domaine aussi de recherche, de développement et des innovations. Nous créons des outils, fait partie de recherche des acteurs aussi dans la cybersécurité au Sénégal aussi. Donc, nous avons une mission de rapprocher physiquement les étudiants. Donc, malgré que l'université est virtuelle, donc nous sommes tous en virtuel. Donc, nous avons aussi l'idée d'éliminer certaines barrières virtuelles et essayer de voir la manière la plus possible de regrouper les étudiants au moins physiquement. Ouais, donc, la vulgarisation de la sécurité de l'information, aussi la promotion de la cybersécurité, donc la protection de la vie privée dans l'environnement numérique. Nous organisons des conférences et des présentations comme ce que vous venez d'assister tout à l'heure. Donc, nous avons des séances de formation. Au fur et à mesure que vous nous rejoignez, vous verrez les autres activités qui vont venir au fur et à mesure. Donc, nous participons aussi des compétitions aussi, de CTF. Il y aura aussi des différents groupes pour le centre, le Red Team, Blue Team, le SOC, le programme, ainsi de suite aussi. OK, donc, pour ceux qui demandent comment rejoindre
comment adhérer au club. Donc, nous avons un groupe de club, un groupe de cybersécurité, un groupe WhatsApp. Donc, il faut d'abord rejoindre ce groupe. Et il y a un document d'adhésion que je vais partager avec vous tout à l'heure. Donc, sur ces documents et décrire le processus que vous allez suivre, il s'agit justement de remplir d'abord le formulaire, avoir votre carte membre et remplir le formulaire et avoir votre carte membre pour être membre du club aussi. Donc, le club ambitionne de s'ouvrir à tout le monde extérieur. Ainsi, nous invitons les parties prenantes que l'université, les entreprises et les organisations à soutenir le club en fournissant des ressources qui visent à encourager les étudiants à travailler ensemble. Nous pouvons créer une communauté de cybersécurité forte et dynamique au Sénégal. Donc, enfin, le club de cybersécurité on est là pour assister les étudiants on est là pour assister les étudiants aussi dans les études et cybersécurité. Pas seulement les étudiants de la cybersécurité, mais tous les étudiants de l'université qui sont vraiment intéressés de nous rejoindre en cybersécurité. Donc, si vous connaissez tes amis qui sont dans l'université et qui veulent vraiment rejoindre le club, donc n'hésitez pas à les inviter. Donc, tout à l'heure, on va vous partager les documents par mail. Vous recevrez le document d'adhésion par mail et vous pouvez lire le document et suivre les instructions dedans. Je pense que si vous avez des questions par rapport au club, donc vous pouvez poser la question avant qu'on mette fin à la session. Ok, maintenant, pouvons-nous avoir les résultats du Cyber Challenge? Genre les 3 premiers. Oui, les résultats de Cyber Challenge seront envoyés en plus le tableau de bord pour le premier thème de leçon. Vous voyez le tableau de bord, ensuite les corrections aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Daniel. Oui. Il y a Moudou Salou qui a posé une question vraiment pertinente. Il demande les métiers qu'on peut faire donc, avec la cybersécurité. Je lui ai dit d'attendre que tu termines. Après, je vais essayer de l'expliquer un tout petit peu. Parce qu'il y a certains camarades qui sont... Oui, parce qu'il y a déjà certains camarades. Oui, pourquoi jusqu'à présent, nous n'avons pas encore organisé une journée d'intégration? Parce que c'est ce que nous visons pour présenter à l'ensemble des étudiants les métiers, tout ce qui est compris concernant la filière cybersécurité sur l'université numérique Cheikh Hammadou Kane. C'est que jusqu'à présent, il y a beaucoup des étudiants, pratiquement les étudiants qui sont toujours là avec nous actuellement dans les différents groupes et qui sont actuellement inscrits, n'atteint pas 45% des étudiants de la promotion, de la nouvelle promotion. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup des étudiants qui ne sont pas encore là avec nous. Donc, on attend l'arrivée de l'ensemble des étudiants. Donc, de ce fait, lorsque nous passerons les informations, concernant la filière et d'autres choses, tout le monde sera au même niveau. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, sinon nous devons organiser une journée d'intégration pour les nouvelles promotions. Donc, vous resterez à l'écoute pour cette information. Donc, lorsqu'on va organiser la journée d'information. Mais pour le moment, je pense que vous avez déjà la maquette. Vous pouvez justement consulter la maquette. Et oui, Mamadou? Allez-y, Mamadou. OK.
OK, le moment que nous allons organiser la journée d'intégration, donc vous aurez l'ensemble des informations explicatives bien expliquées et bien détaillées sur le déroulement de cours, les métiers et tout. Donc, mais entre-temps, vous pouvez vous rapprocher au niveau de nos aînés que vous voyez dans le groupe. Voilà, je pense qu'ils seront toujours là à vous répondre à certaines questions. Donc, certaines questions aussi. Donc, Moustapha, si vous avez quelque chose à ajouter sur la question aussi, donc avant qu'on mette fin à la session. Non, c'est bon. Je voulais répondre à la question, mais puisque tu as dit qu'on attend la journée de l'intégration, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'était ça. D'accord. Donc, OK. Il y a la maquette qui est déjà partagée avec vous. Si vous n'avez pas encore la maquette, donc on va repartager ça la deuxième fois. La maquette, maintenant, ceux qui ont déjà la maquette, vous pouvez partager ça dans le groupe encore. Oui, Mamadou? En fait, la licence, ça dure combien de temps? En cybersécurité à l'université Hamidou Kane. Je voulais savoir ça commence à quel moment et ça se termine à quel moment. OK. La licence commencera dès après que vous avez reçu dès que l'ensemble des étudiants ont reçu leurs études de travail. C'est-à-dire après les différents cours transversaux, les étudiants vont recevoir les études de travail et on va débuter le cours. Et normalement, on est au mois de mars. Je ne peux pas bien décider 2 mois ou quelque comme ça. Je pense que tout ça sera mis en place et vous pouvez commencer. Ça, je ne peux pas vous confirmer cela actuellement. Ouais, parce qu'ils avaient dit que ça allait commencer au mois d'avril. Mais moi, je voulais savoir, genre la licence même, ça dure combien de temps? Bon, jusqu'à présent, il y a des étudiants qui n'ont pas encore commencé débuté le cours transversal. Donc, vous voyez, tout ceci sur le problème aussi. Donc, jusqu'à présent, il y a certains étudiants qui n'ont pas encore débuté le cours transversal. À moins que ces étudiants terminent d'abord et recevoir le jour aussi. Donc, la licence pour commencer et aussi, certains étudiants sont toujours en train de recevoir, en processus de recevoir les outils. Donc, tu vois, c'est ça. Maintenant, pour le commencement carrément de licence, ça sera, je ne peux pas vous dire exactement, mais essayons de voir au mois de mai. Et dans ce cas, vous aurez la communication officielle du responsable de la formation, M. Guy Mathieu. Vous aurez ces communications, donc il faut s'attendre à cela en fait. Mais pour le moment, essayez de être actif sur les activités du club et essayez de nous rejoindre sur nos activités et participer activement. Donc, je pense que là, avec les activités que nous allons proposer, ça sera très aimant. Ensuite, sera très intégré dans l'université, en fait, avant de commencer le cours. D'accord. Et tous les cours seront virtuels, se feront en ligne, quoi. Oui, le cours tutoriel seront tous en ligne. Mais le club aussi, nous sommes en train de voir la possibilité de tenir des sessions présentielles avec nos étudiants dans les ENO. Donc, dès que vous commencez le premier semestre aussi, nous allons tenir les sessions présentielles. Nous allons bien organiser ça dans les différents ENO. Vous savez, le club englobe l'ensemble des étudiants pour l'ensemble des ENO. Donc, nous sommes aussi
en processus de mettre en place le club dans les différents zénos. Donc, à un moment, dans quelques temps, dans quelques mois comme ça, dans quelques semaines, il y aura des organisations qui seront au niveau de certains zénos. Donc, vous recevrez les informations si le moment arrive. D'accord. D'accord. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le club? Le lien. Daniel, tu as le lien, hein? Le lien pour le groupe. OK. Oui, attends, je vous partage le lien pour intégrer le groupe. OK. Voilà, je viens de vous partager le lien et je vais vous partager cela dans votre groupe aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas dans le groupe P11 des études de niveau promotion qui ne sont pas encore dans le groupe? Donc, si c'est bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Oui, allez-y, Ndiaye. Il y a Mambétir et il y a Cheikh. Mambétir d'abord, après Cheikh. Ok, vous n'êtes pas dans le groupe. Attends, je vous partage le lien. Je vous partage dans le lien de oui. Motion 11. Voici le lien. Est-ce que... Allez-y, Mamé. Il faut activer votre micro. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Merci. Allez-y, on vous attend. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui. En fait, moi, je suis dans le groupe P11. Allô? Oui. Vous êtes dans le groupe de promotion 11? Allô? Oui, allez, alors, on vous attend très bien. Allez-y. P11, oui. OK. Est-ce que vous êtes dans le groupe de club? Oui, en fait, à propos de l'intégration, je voudrais... non, en fait, que moi, je reçois juste les informations sur mail. Dans le groupe de club. Allô? Oui. Est-ce que vous avez déjà intégré dans le groupe du club? En fait, moi, je me suis juste inscrit par rapport au fiche qui a été envoyé sur mail. Mais j'ai pas un téléphone Android, j'ai un téléphone Samsung. Et que moi, je me connecte toujours par rapport. Allô? OK. Oui, je pense que vous avez un souci de connexion.
Ok. Mais est-ce que vous pouvez me prendre en PV et on pourra en discuter? C'est bon? Je vais laisser mon numéro. Ensuite, est-ce que vous pouvez me prendre en PV? On peut discuter après. Ouais. Au fait, moi, j'ai pas de WhatsApp. D'accord. Allô? Ouais, j'ai pas de WhatsApp. Oui, je vous attends très bien. Ok. Oui. Au fait, moi, j'ai pas de WhatsApp. C'est Je pour cela reçois les informations sur mail à chaque fois. Oui, on a tenu compte qu'il y a des étudiants aussi qui ne sont pas encore sur WhatsApp ou bien dans le groupe. C'est pour cela vous recevrez toujours les informations dans vos mails. Vous recevrez toujours les informations, chaque information qui seront communiquées officiellement, vous le recevrez dans votre mail aussi. D'accord? Oui. Mais il sera bien de, si vous avez un WhatsApp. À la suite. Oui. Il sera bien si vous avez un WhatsApp, vous pouvez interagir avec tes camarades aussi, échanger avec les membres du club aussi en même temps. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci. OK. Je pense que ça sera la fin de la session. Merci beaucoup à l'ensemble des étudiants. Merci beaucoup à vous pour votre présence dans cette première session du webinaire en cadre de l'activité Cyber Challenge. Donc, dès la semaine prochaine, nous aurons entamé le deuxième thème aussi. Vous recevrez la question afin de revenir ici le 30 aussi. Le 30 pour la deuxième webinaire. Donc, merci beaucoup pour votre présence et merci et bonne nuit à tous. Merci beaucoup. MHD. Oui, Mohamed. Bien. Ah, d'accord.